Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle note vocale où je vais vous parler de la théorie du ruissellement. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie du ruissellement? La théorie du ruissellement, c'est tout simplement l'idée selon laquelle, quand on fait des cadeaux fiscaux aux riches, pour faire simple, le petit peuple en est gagnant, en sort vainqueur, puisque en réalité l'argent descend des riches vers les pauvres, comme l'eau coule d'un ruisseau. Et donc les pauvres récoltent finalement de manière indirecte les fruits, ou plutôt récoltent les cadeaux fiscaux qui ont été faits au départ aux riches. Alors cette théorie, elle vient plutôt du monde anglo-saxon que de la tradition française, qui est plutôt une tradition égalitariste en matière fiscale. Donc elle vient plutôt du monde anglo-saxon. Elle a été reprise par un certain nombre d'intellectuels et par un certain nombre de politiques aussi, notamment par des gens qui étaient favorables, qui ont toujours été favorables à la suppression de l'impôt sur la fortune, donc l'ISF qui avait été donc instauré puis supprimé supprimé par la droite entre 86 et 88 quand Jacques Chirac était Premier ministre, puis remis, puis jamais supprimé, ni par la droite ni par la gauche. Mais il y a toujours eu des débats autour de l'ISF, autour de son utilité, de son caractère juste ou injuste, de son efficacité, de ce que ça pouvait rapporter aux finances publiques. Il y a toujours eu plein de débats sur l'ISF. Et donc, quand Emmanuel Macron s'est présenté à la présidentielle de 2017, il a eu, lui, une idée qui était finalement à mi-chemin entre ceux qui voulaient la suppression de l'ISF pure et simple et entre ceux qui souhaitaient son maintien, qui était de dire finalement on va transformer l'ISF en IFI, en impôt sur la fortune immobilière, parce que il n'y a pas de raison qu'on continue pas à taxer finalement les propriétaires immobiliers, les fortunes immobilières, puisque de toute façon l'immobilier ne crée pas d'emplois, c'était un peu ça l'idée, alors que quand vous investissez dans une start-up, quand vous investissez dans une entreprise, vous créez des emplois et donc par définition c'est plus utile finalement à l'économie, puisque il y a de la création d'emplois, ce qui n'est pas le cas dans l'immobilier. Donc on va faire l'impôt sur la fortune immobilière, donc on va finalement circonscrire la taxation des fortunes, des grandes fortunes, aux fortunes immobilières, tout simplement. Et tout le reste ne sera pas taxé. Donc, auparavant, dans l'ancienne ISF, tout était taxé, l'assurance vie, le patrimoine financier au sens large, c'est-à-dire les PEA, les PEA-PME, les comptes titres, et bien sûr l'immobilier. Et avec la réforme Macron, donc qui date de 2018, puisque c'est dans la loi de finances pour 2018 que ça a été fait, cette réforme, eh bien, seuls les patrimoines immobiliers sont taxés à hauteur de 1,3 million d'euros net. Alors, pardon, ils ne sont pas taxés à hauteur de ce montant-là, ils sont taxés sur ce montant-là, donc 1,3 million d'euros net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 1,6 million de patrimoine immobilier en valeur de marché, donc en valeur vénale, et que j'ai 200 000 euros de dette en face, de capital restant dû, eh bien j'ai un patrimoine immobilier net de 1 400 000 euros et donc je paye de l'IFI. A contrario, si j'ai 1,6 million de patrimoine mais que j'ai 400 000 euros de dette, je n'ai que, entre guillemets, 1,2 million d'euros de patrimoine immobilier net, donc je ne suis pas soumis, je ne suis pas assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais derrière ce remplacement finalement de l'ISF par l'IFI, eh bien, il y a quand même l'idée du ruissellement. Parce que qu'est-ce que disent les macronistes en 2017, au moment de la réforme finalement de cet impôt? Ils disent, eh bien, en soulageant ceux qui investissent dans les entreprises, en soulageant les entrepreneurs, en soulageant ceux qui ont une fortune autre qu'immobilière, eh bien, ces gens-là vont pouvoir investir davantage puisqu'ils seront moins taxés. Et l'investissement d'aujourd'hui, c'est l'emploi de demain. Et donc la consommation d'après-demain, le pouvoir d'achat d'après-demain. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et donc ça va favoriser à la fin des fins, le petit peuple qui travaille parce que justement des emplois auront été créés
par ces disponibilités supplémentaires au bénéfice de ceux qui investissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette théorie du ruissellement? Cette théorie du ruissellement, je la trouve intéressante sur le plan intellectuel parce que ça nous pousse à nous interroger finalement sur l'utilité de l'investissement, l'utilité d'une politique fiscale au service de l'investissement, pour être très précis. Donc c'est toujours intéressant d'y réfléchir sur le plan intellectuel, et elle est plutôt logique, c'est-à-dire qu'a priori, si on soulage les investisseurs, les fortunes qui sont censées investir dans des entreprises, et finalement le cadeau fiscal qu'on leur a fait, qu'on leur a accordé, eh bien a priori ça devrait créer plus d'emplois, enfin ça ne devrait pas faire de mal finalement à la création d'emplois. C'est ça qu'on peut se dire intuitivement. Mais quand on y regarde de plus près, en réalité, cette théorie, elle est pas forcément vérifiée dans la pratique. Donc elle est vraiment intéressante sur le plan intellectuel, mais dans les faits, elle n'est pas forcément vérifiée. Pourquoi? Parce que vous avez tout un tas de comportements de riches, de fortune, qui vont pas forcément jouer le jeu et qui vont thésauriser. Elles vont thésauriser, c'est-à-dire qu'elles vont finalement pas consommer cet argent, donc il ne va pas aller dans le circuit de la consommation. Elles vont pas forcément l'investir sur de la création d'emplois dans des entreprises, donc il ne va pas non plus aller dans le circuit de l'investissement, mais il va potentiellement être thésaurisé, c'est-à-dire aller dans un circuit financier sans investissement fort ou direct à la clé. Par exemple, si je bénéficie d'une largesse fiscale parce que je ne paye plus finalement d'ISF, parce que ça a été remplacé par l'IFI, mais je gagne, mettons, 10 000 euros par an grâce à cette réforme. Donc j'ai 10 000 euros finalement qui sont plus ponctionnés, alors qu'avant, dans l'ISF, il l'était, jusqu'en 2017 inclus. Eh bien, je vais potentiellement ni consommer cet argent parce que de toute façon, ma propension marginale à consommer, elle est faible. C'est-à-dire que la propension marginale à consommer, elle est très forte sur des classes moyennes et sur les classes populaires. Donc, quand vous donnez 10 000 euros finalement à une classe moyenne, à quelqu'un de la classe moyenne ou à quelqu'un des classes populaires, a priori, il va consommer de manière importante cette somme-là. En tout cas, en pourcentage, il va consommer davantage que si vous donnez 10 000 euros à quelqu'un qui est déjà très riche. Puisque ce quelqu'un qui est déjà très riche, il a déjà consommé, il a déjà acheté sa voiture, il a déjà fait ses courses avec tout son argent d'avant, donc il n'a pas besoin de ces 10 000 euros supplémentaires pour faire des courses ou pour acheter une voiture. Vous voyez, donc l'efficacité finalement de ce cadeau fiscal, elle est plus faible en termes de consommation et en termes d'investissement aussi pour le plus riche. Donc lui, il va plutôt tendance à thésauriser. Il va plutôt avoir tendance à thésauriser. Il va plutôt avoir tendance finalement à faire dormir son argent, parfois sur des comptes qui ne sont pas forcément rémunérés. Et là, il n'y a que des perdants. Il y a que des perdants. En tout cas, l'État est perdant parce que c'est pour lui un manque à gagner au niveau fiscal. Et la société, l'économie au sens large, n'est pas forcément, est clairement perdante aussi. En tout cas, elle n'est pas forcément gagnante, puisque cet argent-là qui va dormir sur un compte purement financier, cet argent-là qui sera thésaurisé, puisqu'il y a une grande tradition de la thésaurisation en France. On est les champions pour ça. Les Allemands achètent des voitures et puis nous, on thésaurise beaucoup, on épargne beaucoup. On est un peuple d'épargnants et on investit aussi beaucoup dans l'immobilier. Il n'y aura pas d'efficacité ce système de thésaurisation. Et il n'y aura que des perdants. Et d'ailleurs, pourquoi je dis qu'on est un peuple d'épargnants? C'est les chiffres qui le disent, puisque aujourd'hui, si grosso modo vous ponctionnez l'argent qui est sur l'assurance vie des Français, plus vous vendez la Tour Eiffel à hauteur de 500 milliards, puisque c'est évalué à ce montant-là, grosso modo, vous remboursez quasiment la totalité de la dette publique française, État, collectivité territoriale et sécurité sociale. Donc c'est considérable. Le montant qui est thésaurisé sur des contrats d'assurance vie, c'est absolument considérable. Alors après, il y a d'autres contrats, encore une fois, des comptes titres, des PEA, des PEA-PME. Et puis, j'ai même pas parlé du livret A qui sert encore moins à quelque chose. J'ai même pas parlé des comptes bancaires qui servent également encore moins à quelque chose, puisque en réalité, sur un contrat d'assurance vie, je suis un peu méchant, et sur un PEA, sur un PEA-PME ou sur un compte titre, il y a quand même de l'investissement derrière, puisque c'est censé finalement être investi dans des entreprises, dans des fonds d'investissement, c'est censé être investi aussi dans des obligations d'État. Donc
l'État se finance aussi à travers les contrats d'assurance vie. Donc je suis un peu méchant quand je dis que c'est thésaurisé. Mais en tout cas, tout ce qui est compte sur livret, quasiment pas rémunéré, ou compte bancaire tout court, qui dorment hein, pour le coup, ça c'est pas rémunéré, donc c'est de la thésaurisation, c'est pas investi, c'est de la thésaurisation pure et simple. Donc voilà, je suis assez, si vous voulez, circonspect sur cette théorie du ruissellement, parce que je pense que ça descend pas aussi limpidement qu'on ne le dit, que le ruisseau n'est pas aussi parfait qu'on ne le dit, et que finalement l'argent qui a été donné aux plus riches à travers la suppression de l'ISF, il est clairement pas descendu dans le peuple, et on le voit d'ailleurs aussi à travers les problèmes de pouvoir d'achat dont beaucoup souffrent, hein, les classes moyennes et les classes populaires. Si ça marchait aussi bien que ça, la théorie du ruissellement, on aurait vu un accroissement du pouvoir d'achat depuis 2018, et ça s'est absolument pas produit. Même si l'INSEE dit l'inverse, moi je considère que ça s'est pas produit. Il suffit d'interroger les Français un par un, et on s'en rend bien compte. Il y a de moins en moins de Français qui ont les moyens de partir en vacances, il y a de moins en moins de Français qui ne comptent plus, il y a de plus en plus de Français qui du coup comptent et sont vraiment mal le 10 du mois. Donc c'est vraiment problématique. Donc voilà, moi je trouve que cette théorie elle est intéressante du point de vue intellectuel, du point de vue du débat. C'est toujours passionnant de s'intéresser à ces sujets-là et de comprendre les arguments des uns et des autres, qui sont ni stupides dans un sens ni dans l'autre. Il ne faut pas être caricatural, mais considérer purement et simplement que l'argent, comme la théorie du ruissellement le laisse penser, finalement descend des riches vers les pauvres, ça me paraît très réducteur, très simplificateur, et honnêtement ça n'est pas vérifié dans la réalité. Et c'est ça qui me dérange dans cette théorie du ruissellement. Mais je vous laisse vous faire votre avis sur cette théorie qui, encore une fois, est intéressante sur le plan intellectuel. Voilà, c'était le petit podcast fiscalité de la journée, parce que j'en avais pas fait depuis longtemps sur la fiscalité. J'avais fait d'abord peu de podcasts ces derniers jours, et puis j'avais surtout parlé immobilier, achat-revente notamment. Et puis là, je vais être un peu plus assidu donc, dans les jours qui viennent, donc vous aurez plus de podcasts réguliers. Merci à tous et bonne journée.